se sont battus pendant 6 siècles sans faire faillite. C'est un fait historique rarement souligné. Aucun empire avant eux n'a mené des guerres aussi longues, aussi étendues, sans voir son système financier s'effondrer sous le poids des coûts militaires. De 1299 à 1922, l'Empire ottoman a été engagé presque en permanence dans des conflits, sur 3 continents. Pourtant, là où d'autres puissances ont fini par s'écrouler fiscalement, les Ottomans ont tenu. Non pas par miracle, ni par abondance naturelle, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental. Une guerre ne doit pas seulement être gagnée, elle doit être rentable. Chaque conquête finançait la suivante. Chaque campagne générait les ressources nécessaires à la suivante. La guerre n'était pas une dépense exceptionnelle, mais un rouage intégré à l'économie. Les Romains ont surexploité leur province. Les Mongols ont brûlé plus qu'ils n'ont structuré. L'Empire britannique s'est endetté jusqu'à l'asphyxie. Les Ottomans, eux, ont construit une machine où la finance, la géographie et l'administration fonctionnaient ensemble. Pour comprendre comment cela a été possible, il faut revenir au point de départ. À la fin du XIIIe siècle, Osman Ier ne dirige qu'une petite principauté en Anatolie occidentale, à la frontière de l'Empire byzantin. Rien ne le distingue vraiment. Mais son territoire occupe une position décisive. Un carrefour entre l'Europe et l'Asie, entre la Méditerranée et la mer Noire, entre les routes terrestres et maritimes. Cette géographie n'était pas qu'un avantage stratégique. C'était une source de revenus potentiels. Lorsque Constantinople tombe en 1453, ce potentiel devient réalité. La ville contrôle le Bosphore, le seul passage maritime entre la Méditerranée et la mer Noire. Désormais, tout commerce entre ces deux espaces doit passer par un point contrôlé par les Ottomans. Chaque navire paie. Chaque cargaison est taxée. Chaque marchand contribue. Les Vénitiens, les Génois, les Ragusiens acceptent ces droits de passage parce qu'ils n'ont pas d'alternative viable. Les caravanes terrestres transportant soie, épices, métaux précieux traversent des centaines de kilomètres de territoire ottoman, s'acquittant de taxes à chaque étape. Le trésor impérial perçoit une rente géographique simplement parce qu'il occupe le bon endroit. Mais la géographie seule ne suffit pas. Les Byzantins contrôlaient ces mêmes routes depuis des siècles et se sont pourtant effondrés. La différence se trouve dans l'architecture interne du système ottoman. Le premier pilier de cette architecture repose sur une idée simple, ne jamais payer une armée comme une charge fixe. La cavalerie ottomane, les sipahis, n'était pas salariée par le trésor. Elle était financée par un système de fiefs militaires appelé timar. Le principe était direct. En échange de son service militaire, un cavalier recevait le droit de collecter les taxes d'un territoire précis. Le sultan conquérait une province. Au lieu de créer une administration lourde pour collecter les impôts, il attribuait directement ses revenus aux soldats chargés de la défendre. Le sipahi utilisait ses ressources pour s'équiper, entretenir ses chevaux, financer ses auxiliaires. Plus le territoire était stable et productif, plus ses revenus augmentaient. Il avait donc un intérêt économique direct à maintenir l'ordre, protéger les paysans et favoriser la production. Ce système supprimait presque entièrement les coûts de transaction. Pas de chaîne bureaucratique. Pas de redistribution centrale coûteuse. Peu de pertes liées à la corruption. Au XVIe siècle, ce mécanisme finançait entre 90 000 et 100 000 cavaliers. La plus grande force de cavalerie du monde à l'époque. Et elle ne coûtait au trésor central qu'une fraction de ce qu'aurait coûté une armée salariale équivalente. La mobilisation était rapide. Quand une campagne était déclarée, chaque sipahi devait se présenter équipé, souvent accompagné de soldats supplémentaires qu'il finançait lui-même. En quelques semaines, une armée massive pouvait être levée sans sortie de trésorerie immédiate. La clé résidait dans un détail crucial, les timars n'étaient pas héréditaires. À la mort du sipahi, le droit fiscal retournait à l'État. Cela empêchait la formation d'une aristocratie terrienne autonome, capable de rivaliser avec le pouvoir central. Ce choix structurel distingue profondément le système ottoman du féodalisme européen. Le second pilier allait encore plus loin. Les janissaires formaient l'infanterie d'élite de l'Empire. Pendant des siècles, ils furent considérés comme les soldats les plus disciplinés et les plus redoutés d'Europe.
mais ils n'étaient ni recrutés volontairement ni levés par conscription classique. Ils étaient créés. Par le Devshirme, l'État ottoman prélevait périodiquement des garçons chrétiens dans les provinces conquises. Très jeunes, ils étaient convertis, formés, éduqués et intégrés dans une structure où toute loyauté personnelle était remplacée par une loyauté institutionnelle envers le sultan. Économiquement, ce système résolvait plusieurs problèmes à la fois. Il transformait les populations conquises en ressources militaires plutôt qu'en menaces permanentes. Il évitait le recours aux mercenaires instables et coûteux. Il produisait une élite soldée, disciplinée, sans enracinement familial susceptible de concurrencer l'État. La formation était largement financée par des fondations pieuses, pas directement par le trésor. Le coût pour l'État restait donc limité. À leur apogée, les janissaires comptaient entre 20 000 et 40 000 hommes, armés, entraînés et parfaitement intégrés dans la machine impériale. Ce même système alimentait aussi l'administration. Les plus brillants de ces enfants devenaient gouverneurs, vizirs, diplomates. Les postes les plus élevés de l'Empire étaient accessibles par le mérite, non par la naissance. Cela empêchait l'émergence d'une aristocratie héréditaire puissante et maintenait une centralisation exceptionnelle. À cette structure militaire s'ajoutait un contrôle quasi total des routes commerciales entre l'Europe et l'Asie. Jusqu'au XVIe siècle, l'Empire ottoman contrôlait directement ou indirectement l'essentiel des routes terrestres reliant l'Occident à l'Orient. Cette domination générait des revenus si importants qu'elle poussa les puissances européennes à chercher des routes alternatives. Les grandes explorations maritimes portugaises et espagnoles visaient explicitement à contourner cette rente ottomane. Même après ces découvertes, les routes terrestres restaient souvent plus rapides et plus fiables. Les marchands continuaient donc à payer. À cela s'ajoutaient des monopoles d'État sur des produits stratégiques. Sel, salpêtre, métaux, textiles de luxe. En contrôlant la production et la distribution, l'État captait l'intégralité de la marge. Le monopole du sel, indispensable à la survie, représentait parfois jusqu'à 15% des revenus impériaux. Le système fiscal, lui, restait volontairement modéré. Les taux étaient suffisamment bas pour encourager la production et le commerce, mais suffisamment larges pour assurer des recettes stables. Les Ottomans comprenaient intuitivement qu'une extraction excessive détruit sa propre base. Le financement des campagnes était complété par des mécanismes d'emprunt sophistiqués. Fondations pieuses, marchands, gouverneurs locaux avançaient des fonds contre des revenus futurs affectés. Une forme primitive de dette publique intégrée, bien avant l'Europe moderne. Chaque conquête suivait le même schéma. Maintien des structures locales, intégration rapide dans le réseau commercial, mise en place du timar, sécurisation des routes, et parfois application du devshirme. Une province devenait rentable en quelques années. Tant que l'empire s'étendait, le système fonctionnait. Mais lorsque l'expansion s'est arrêtée, les limites sont apparues. Les rentes ont stagné. Les coûts de défense ont augmenté. Les structures se sont figées. Les janissaires sont devenus une caste. Les timars se sont quasi héréditarisés. L'innovation militaire européenne a dépassé la capacité d'adaptation ottomane. L'Empire n'a pas chuté brutalement. Il s'est lentement vidé de sa logique initiale. La leçon n'est pas morale. Elle est structurelle. Un système fondé sur l'extraction et la rente peut fonctionner très longtemps. 6 siècles, dans ce cas précis. Mais lorsqu'il cesse de créer ou d'intégrer de nouvelles sources de valeur, il devient vulnérable face à des économies fondées sur la production et l'innovation. C'est là que cette histoire cesse d'être ancienne et devient une grille de lecture du monde contemporain.